Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme Patrick, je suis, après avoir accepté l'invitation de Pierre, qui m'avait ravi parce que ça me permettait de remettre en perspective un certain nombre de questions et puis de revoir des gens avec qui j'ai travaillé depuis quand je suis arrivé à l'INRA, notamment Denis et Claire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter sur ce sujet auquel tu connais finalement pas grand-chose à des gens qui réfléchissent sur la question depuis 2 ans. Et donc, alors on voit ces questionnements internes, ne serait-ce que dans l'évolution du titre, qui, comme vous pourrez le constater, n'est pas celui que j'avais proposé initialement à Pierre. Je me suis dit que finalement, il fallait repartir de ce qu'on avait fait dans le cadre de PSDR et puis dans le cadre d'un projet qu'on est en train d'achever, qu'on a piloté avec André Thor, projet TASTE pour les questions de smart development appliquées aux territoires ruraux, dans lequel notamment Sylvie Lardon était impliquée. Donc c'est un peu de ces éléments que je vais repartir pour essayer de questionner la problématique de la différenciation versus spécification des territoires, enfin spécialisation, pardon, différenciation des territoires. Alors j'ai intitulé le propos évolution des modèles productifs. L'évolution des modèles productifs permet-elle leur coexistence sur les territoires? Alors une présentation en 4 points plus une conclusion. D'abord rappeler ce que c'est que la spécialisation des modèles agricoles sur les territoires, essayer de la caractériser. Puis un point qui est directement issu de ce projet TASTE, puisque finalement on s'aperçoit que sur la période actuelle, la Commission européenne a estimé pertinent de renforcer les logiques de spécialisation des territoires. Alors je vous expliquerai comment et pourquoi ça se construit et quelle est la place qui est dédiée aux espaces ruraux dans cette stratégie. Puis je reviendrai sur des modèles analytiques, des idéotypes qui sont aujourd'hui au cœur de nos réflexions, pour essayer de questionner finalement si les SIAL et aujourd'hui les systèmes alimentaires territoriaux sont plutôt à lire comme des configurations spatiales qui vont vers la spécialisation ou au contraire la diversification. Et puis je finirai par des réflexions un peu plus générales sur cette notion de coexistence, en se demandant finalement si cette terminologie est pertinente et suffisante pour comprendre ce qui se passe sur les territoires, avant de conclure par 2 petites diapos. Alors je suis très bavard, je compte sur les organisateurs pour modérer mon propos. Alors premier élément, finalement, de quoi on parle quand on parle de spécialisation des modèles agricoles? Alors, qu'est-ce qu'on constate? Je vous ai remis cette carte de la répartition des productions agricoles au niveau français. On voit clairement que depuis un certain nombre d'années, on va vers une déspécialisation territoriale, des spécialisations régionales, avec quelques faits stylisés qui sont désormais bien connus. C'est d'abord une dissociation croissante entre production végétale et animale, le recul des surfaces de prairies au profit du développement des grandes cultures, oléagineux principalement et céréales, et puis la diminution des cultures pérennes, vignes et arboriculture. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la concentration géographique et principalement la réduction des productions animales sur quelques régions clés, les régions d'élevage bovin et porcin en Bretagne. Alors comment est-ce que la littérature en économie explique ceci? À travers 3 principales raisons qui sont identifiées. Première raison, elle est liée à l'évolution du prix d'énergie qui a tendance à diminuer, facilitant le transport et donc le fait de ne pas être localisé à proximité des marchés de consommation, mais au contraire de pouvoir aller vers une augmentation de la taille des exploitations et des dispositifs de transformation, au sens où finalement aujourd'hui on a une recherche du progrès technique qui favorise des économies d'échelle et donc qui favorise en conséquence la spécialisation sur certaines régions. Deuxième explication, c'est ce que nous on appelle les proximités. Alors proximité organisée, proximité géographique. L'idée c'est que on a intérêt à constituer des clusters
cluster entre production, entre agriculteurs et unités de transformation, qui vont dans le sens d'une plus grande proximité géographique et donc des processus d'agglomération sur les différents types de production. Et puis enfin, troisième facteur important, c'est bien sûr les orientations de la politique agricole qui sont a priori favorables à une augmentation de la taille des exploitations et donc en conséquence à la concentration des activités. Alors cette concentration des activités, on la voit clairement apparaître si on regarde l'évolution de la taille des exploitations. Donc j'ai repris ici un petit graphique sur l'évolution entre 2000 et 2010. On voit que les petites exploitations sont largement touchées, mais aussi les moyennes, avec une diminution du nombre d'exploitations pour ces deux catégories, alors qu'au contraire, on voit une augmentation des grandes exploitations, notamment les plus grandes. Alors pourquoi ? Parce que le modèle dit conventionnel est un modèle qui raisonne en volume, de manière à pouvoir jouer sur les économies d'échelle, je l'ai dit à l'instant. Alors la difficulté de ce modèle, elle apparaît aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, qui est que l'augmentation, qui dit augmentation des volumes, dit aussi augmentation des risques. Augmentation des risques d'export, on voit bien qu'un certain nombre de productions, notamment les productions animales aujourd'hui, ne sont plus compétitives. Et donc subissent assez fortement la compétition par les coûts et l'instabilité des prix. Et puis augmentation des risques sanitaires. On voit notamment dans le cadre de la filière avicole. Alors face à ça, on a des modèles qui se développent, notamment au niveau des petites structures, qui essayent de s'affranchir de ces logiques, avec le développement de stratégies autour de la pluriactivité, de la transformation fermière, des circuits courts, j'y reviendrai dans un instant. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur, à la fois pour le maintien d'une agriculture sur les territoires qui ne soit pas hyper concentrée, et aussi parce que ce sont des formes d'exploitation qui sont plus innovantes, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir stabiliser des exploitations de taille moyenne sur les territoires, puisqu'on s'aperçoit que finalement, les agriculteurs de taille moyenne ont de plus en plus de difficultés à s'inscrire dans le modèle conventionnel, parce qu'ils ne sont pas compétitifs en termes de réduction des coûts et de recherche d'économie d'échelle. Et donc, il y a nécessité qu'ils trouvent une alternative. Alors, cette alternative, ce mouvement, on le voit aussi assez nettement dans l'évolution de la transformation des produits agricoles, où finalement, dans l'industrie agroalimentaire, on a une prise de pouvoir aussi des firmes multinationales à différentes échelles de la chaîne de valeur, avec une disparition progressive des PME et une concentration de type oligopolistique, voire monopolistique sur certaines filières. On le voit par exemple au niveau de la viande bovine en France aujourd'hui, avec des logiques d'intégration, d'accaparement progressif des productions agricoles qui vont dans le sens d'un renforcement de l'agribusiness et au détriment donc de la diversité. Donc un contrôle à tous les niveaux, je disais, que ce soit au niveau de l'orientation des productions agricoles, des fonctions de distribution, d'agrofourniture, mais aussi au niveau des semences, ça a été évoqué en début de réunion. Donc aujourd'hui, cette concentration aboutit en fait à une captation croissante de la part du modèle conventionnel le long de la chaîne de valeur, et puis aussi une orientation sur les différents modèles, que ce soit les modèles de production, d'alimentation, notamment. Alors, quels sont les enjeux en fait pour ces territoires, pour ces agriculteurs médians, et quelles sont les conditions de survie et les solutions pour s'en sortir ? Les solutions pour s'en sortir, c'est d'aller vers des stratégies d'innovation renforcées, et ne surtout pas aller dans le cadre de modèles d'innovation qui sont ceux qui sont promus par le modèle conventionnel. Au contraire, aller chercher des formes nouvelles. Alors pour ça, finalement, ce qu'on voit sur les territoires aujourd'hui, c'est que les démarches collectives apparaissent extrêmement judicieuses et porteuses d'avenir, notamment autour de la création d'alliances entre agriculteurs, mais aussi entre agriculteurs et acteurs de la transformation et de la commercialisation,
Et ça se construit autour de formes extrêmement diverses, que ce soit au niveau des coopératives, des CUMA, des groupements de producteurs de différents ordres, par exemple au niveau des circuits courts, des alliances territorialisées entre producteurs et artisans, mais également des recherches de transformation et de diversification des activités des exploitations agricoles vers plus de transformation et de commercialisation. Alors finalement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'entre un modèle de petite exploitation familiale en proximité et en circuit court, et puis un modèle d'agribusiness, est-ce que ces agriculteurs du milieu, comme on peut les appeler parfois, n'auraient pas intérêt à se lancer dans une logique de différenciation et à apparaître comme les leaders de la transition agroécologique, puisque c'est bien ça dont il est question, de l'incapacité du modèle conventionnel à répondre à ces nouveaux enjeux, notamment en termes de transition agroécologique. Alors, par rapport à ces enjeux, dans nos travaux, on a montré la pertinence de la dimension territoriale pour penser ces stratégies. Et on le voit notamment à travers la multitude d'initiatives qui émergent sur les territoires, qui sont de différents types. À la fois de type promotion d'un nouveau modèle, et donc essayer de développer des initiatives innovantes sur l'approvisionnement local, le bio, l'agroécologie, etc. Mais aussi des logiques de lutte par rapport au modèle dominant, notamment en termes d'appropriation du vivant, appropriation foncière, etc. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui encore, ces initiatives restent assez largement marginales, même si un peu plus de 20% des agriculteurs français ont une commercialisation de type circuit court, et qu'on s'aperçoit qu'il y a une nécessité au niveau territorial, mais aussi à un niveau plus macro, de soutien de politique publique pour reconnaître la pertinence de cette reterritorialisation des formes d'agriculture. Alors, sur ce constat, on s'est interrogé sur les orientations de la politique européenne, et donc je vais vous présenter quelques éléments qui permettent de caractériser un peu la stratégie actuelle. Alors on part d'un constat qui est qu'on a une défaillance des politiques qui étaient antérieurement menées, qui étaient fondées sur une logique sectorielle, puisqu'elles ont abouti à une détérioration de la compétitivité des territoires et des firmes, et une insuffisance de réalisation des objectifs en termes d'innovation. Or, ce constat, cet échec, il est expliqué par trois raisons. D'abord, l'excessive uniformité des politiques au niveau européen, l'idée qu'on a une spécialisation insuffisante des territoires et il convient de la renforcer, et enfin, l'absence d'intérêt pour les dimensions spatiales et territoriales de ces politiques. Donc l'idée, c'était d'aller vers des politiques dites place-based, qui permettaient de reconnaître la spécificité des territoires et de les différencier, d'avoir des politiques qui valorisent cette spécificité, en passant de politiques qui étaient, où les objectifs, les instruments étaient identiques partout, en allant vers des politiques de développement fondées sur les spécificités locales et la production de connaissances locales. Alors cette stratégie dite de spécialisation intelligente, elle est fondée sur quelques principes. D'abord, l'idée qu'il est pertinent d'aller vers une logique intégrée des activités le long de la chaîne de valeur, pour nourrir, pour améliorer la complémentarité des activités. Deuxième idée, c'est qu'il ne faut faut éviter le saupoudrage, et donc que les régions et les territoires doivent identifier des choix ciblés autour de technologies et de secteurs qui bénéficient d'une masse critique. Alors cette masse critique, elle doit toucher des secteurs d'activité, des technologies qui bénéficient d'un avantage concurrentiel, afin d'éviter le mimétisme, c'est-à-dire d'éviter ce qui est déjà effectué dans d'autres territoires qui sont performants. Et l'idée intéressante, en fait, à mon avis, de cette politique, c'est de trouver une espèce de juste milieu entre une stratégie de spécialisation et une stratégie de diversification.
Donc on a vu naître un concept qui est clé, qui est celui de variété relative. Alors ce concept de variété relative, finalement, il est le suivant, c'est qu'il faut aller vers une spécialisation, mais une spécialisation qui permet de nouer des ponts entre les différents domaines d'activité, entre les différentes technologies, pour favoriser les processus d'innovation et les complémentarités. Donc c'est ce qui a été à l'origine de cette politique et ce qui a été demandé aux différents conseils régionaux qui ont dû rendre à la Commission européenne des orientations qui allaient dans ce sens. Alors deux autres points clés de ces principes, c'est la recherche de connectivité, donc favoriser les externalités de réseau, et de favoriser l'entrepreneuriat, ce qui est appelé découverte entrepreneuriale, et les coopérations entre acteurs de la recherche, acteurs publics et acteurs privés. Donc on aboutit à des spécialisations régionales. Alors juste pour mémoire, pour illustration, je vous ai mis celles qui concernent en France l'agroalimentaire et l'environnement. Et donc on voit bien que certaines régions ont mis ces thématiques au cœur de leur stratégie. Alors, c'est pensé au niveau régional, et le projet qu'on a mené avec plusieurs partenaires du SAD et sous la direction d'André Thor, c'était de se poser la question de la pertinence de ces stratégies pour les territoires ruraux, puisqu'on sait que ces modèles sont principalement valables et efficients pour les zones urbaines. Et donc, il nous a semblé qu'il y avait nécessité de mettre en évidence certaines spécificités des territoires ruraux pour que ces politiques soient efficaces sur ces territoires. Alors d'abord, il y a la nécessité de prendre en compte certaines évolutions de ces territoires ruraux, notamment la baisse de l'agriculture, mais son caractère toujours structurel, la montée de la périurbanisation, et puis la nécessité d'adaptation au changement climatique et à la transition énergétique notamment. Autre point qui spécifie la question des territoires ruraux par rapport à cette politique, c'est sur quelles aménités on va fonder la stratégie. Donc là, ce qui est net, c'est que les avantages compétitifs des zones rurales sont principalement liés à la production alimentaire et aux aménités environnementales. Et qu'un point clé, c'est comment on va aborder la gestion des enjeux fonciers sur ces territoires. Sachant également que ces territoires ruraux, finalement, bénéficient d'un déficit de caractéristiques par rapport aux territoires urbains, au regard des questions clés qui font l'efficacité de cette politique de smart development, à savoir une moindre variété relative, une moindre masse critique, une moindre connectivité par rapport aux grandes places de décision et de développement, et un entrepreneuriat qui est aussi de moindre densité. Donc comment faire pour appliquer cette politique aux territoires ruraux, et dans quelle mesure cette politique peut être efficace. Alors, principal résultat qu'on a mis en évidence, c'est que au niveau régional, eh bien, cette stratégie peut être bien adaptée pour les régions intermédiaires, c'est-à-dire qui combinent à la fois des zones urbaines et des zones rurales, si ces régions bénéficient d'une base démographique assez large. Par contre, pour les régions qui sont plus isolées ou moins peuplées, finalement, cette politique aurait plutôt tendance à renforcer leur isolement et à être inefficace. Alors, au niveau infra-régional, les deux principaux résultats aussi sont à mettre en évidence. D'une part, c'est le fait que cette politique peut être efficace pour des zones rurales qui sont proches des villes, plus ou moins intégrées au modèle de développement urbain, alors qu'au contraire, pour les régions qui sont plus périphériques, elle ne pourra être efficace qu'à partir du moment où ces régions sont en mesure de se spécialiser et de se différencier, notamment en valorisant très bien les aménités touristiques ou agricoles. Alors, donc on voit bien que les politiques publiques, les politiques de développement régional, finalement, aujourd'hui ont un effet ambigu sur ce constat qu'on avait déjà effectué de spécialisation, de diversification des territoires ruraux, mais que finalement on a malgré tout un certain nombre de territoires, d'initiatives et d'expériences qui apparaissent comme étant porteuses de succès et donc porteuses de possibilités
de transfert et de constats qui peuvent être utiles pour d'autres territoires. Alors pour ça, je suis reparti un petit peu dans les années 90 et puis je me suis intéressé à la question des SIAL. Est-ce que finalement dans les SIAL, on n'avait pas déjà en germe cette question de spécialisation, diversification? Alors, quand on regarde les SIAL, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils étaient fondés à la fois en stratégie sur les territoires, mais aussi sur le plan analytique, sur une idée qui nous apparaissait pas forcément évidente à l'époque, mais qui prend tout son sens aujourd'hui, qui est celle selon laquelle un atout du SIAL, c'est sa spécialisation. Et on le voit bien dans le type d'organisation et de production qui sont structurantes de ces SIAL. Et c'est très clair dans la carte des AOP IGP qui est sur la droite de cette diapo. Finalement, ce qui faisait le succès des SIAL, c'était une organisation entre acteurs différenciés sur un territoire, mais qui avaient tous en commun de se spécialiser autour d'une production dite. Et quand on regarde les modalités de fonctionnement des SIAL, et ici j'ai repris quelques éléments qu'on doit à Porter et à l'analyse des clusters, on voit bien que la dynamique des SIAL, elle se fonde en réalité sur une logique de spécialisation et d'interaction étroite entre des acteurs qui vont chercher à la fois à se différencier, c'est-à-dire à créer des avantages comparatifs sur les territoires, mais aussi à jouer d'effets d'échelle et des effets d'innovation. Donc ces modèles qui pouvaient être considérés comme plutôt alternatifs dans les années 90 au regard d'un modèle fordiste très intégré, on voit bien qu'en fait ils avaient en germe cette idée que pour être efficace, pour innover et pour se différencier, il faut se spécialiser. Il faut se spécialiser dans une complémentarité de fonctions. Je vous ai remis la chaîne de valeur de Porter ici. Et donc, dès cette époque-là, on avait cette idée que la spécialisation est efficace, mais que cette spécialisation, elle appelle une maîtrise des différents stades de production et des différentes fonctions de la chaîne de valeur qu'on doit retrouver sur les territoires. Et donc, la nécessité d'avoir une complémentarité des fonctions pour pouvoir générer de l'innovation et du développement territorial. Alors, quand on dit ça, finalement, on voit bien qu'on aurait tendance à aller vers une accumulation de systèmes productifs spécialisés, localisés sur les territoires. Mais une étape suivante a été retrouvée, a été mis en évidence à travers les processus de spécialisation, de construction des ressources territoriales. Pardon. Alors, un des enjeux, finalement, c'est de passer de ces processus de spécialisation à un élargissement de la base des effets positifs sur le territoire. Et donc, d'aller à la fois dans le sens d'une construction de la ressource territoriale, de sa spécialisation, mais aussi d'une activation de la ressource au-delà d'un cœur initial vers d'autres activités qui peuvent structurer le développement territorial. Alors c'est le travail qui a été mené notamment sous l'impulsion de Bernard Pecker et d'Amédée Mollard autour d'un modèle qui est aujourd'hui très, très connu, qui est celui des paniers de biens, puisque l'idée c'était de spécifier une ressource territoriale pour en faire un outil de différenciation du territoire et des activités productives sur le territoire, mais progressivement l'élargir pour en faire un outil qui soit au cœur de la stratégie de développement territorial. Donc, je ne vais pas vous présenter dans le détail ce schéma. On voit bien qu'ici, il y a différentes étapes qui doivent être prises en compte pour pouvoir faire d'une ressource et d'une spécialisation quelque chose qui vient structurer le développement territorial. On retrouve cette même idée dans les systèmes alimentaires territoriaux avec des dimensions supplémentaires qui sont d'une part les enjeux de sécurité alimentaire et de démocratie alimentaire, mais aussi un renforcement des enjeux fonciers. Alors ça aboutit en fait à questionner les formes de gouvernance qui vont structurer ces stratégies territoriales,
tel qu'on le voit aujourd'hui dans les stratégies qui se mettent en place autour de l'alimentation, de la gouvernance alimentaire territoriale. Alors, finalement, on se dit, est-ce que ces questions de coexistence sont pertinentes, enfin, donc, de quelle manière poser de manière pertinente ces questions de coexistence? Alors, finalement, aujourd'hui, on est sur 3 modèles. Un modèle d'agriculture industrielle, un modèle d'agriculture familiale, et puis le développement d'une agriculture de type qui répond aux enjeux d'agroécologie. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la multifonctionnalité des systèmes, des agrosystèmes et des systèmes alternatifs peut-elle coexister avec les processus de concentration foncière et de spécialisation productive? Alors, l'hypothèse que je vous propose, c'est qu'il y a besoin de dépasser cette simple notion de coexistence, puisque en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la coexistence pose des logiques de concurrence, de résistance, voire de conflit. Conflit autour de l'attribution du foncier, résistance autour par rapport à des logiques des stratégies d'accaparement des ressources et de production et de valeur ajoutée. Mais aussi que cette question de la coexistence appelle des besoins de régulation, et notamment une régulation qui reconnaisse la diversité des contributions et des impacts autour de la valeur ajoutée, des externalités, de la création d'emplois, etc. Et puis que cette coexistence peut être aussi pensée en termes de réponse positive par rapport à l'accaparement du modèle conventionnel pour gérer les transitions, pour répondre à la diversité et aux nouvelles attentes des consommateurs, et puis pour maintenir des formes d'organisation paysanne sur les territoires. Donc, ce que je vous propose comme hypothèse, c'est de dire finalement, cette coexistence, il faut la penser à travers à la fois l'émergence de niches qu'on voit naître, mais aussi l'idée qu'un le modèle conventionnel est en train d'évoluer. On voit clairement que de plus en plus, les grandes firmes multinationales, par exemple, s'intéressent aux circuits courts, à l'agriculture biologique, diversifient leur forme de distribution. Et donc, on va plutôt vers une convergence des différents modèles et une hybridation des modèles qui est en train de se construire sur les territoires. Et que donc, cette coexistence doit être pensée dans une stratégie globale de réponse aux contraintes nouvelles et d'enjeux en termes de transition. Alors, ça se fait également à partir d'un élargissement de la base des opportunités de production pour les différents modèles, notamment en termes d'innovation sociale ou d'économie circulaire. Alors pour conclure, ce que je vous propose, c'est de dire que finalement, penser cette question de la coexistence, ça doit être un moyen de réfléchir à de nouveaux modèles et à la coexistence de ces nouveaux modèles au niveau des territoires. Je vous ai remis ici un petit schéma de la Caisse des dépôts qui finalement essaye de faire le lien entre différentes formes d'innovation et de business models qu'on trouve sur les territoires, qui vont de l'émergence des circuits courts à l'économie de la fonctionnalité, économie collaborative, écologie industrielle, et que tous ces éléments, qui sont des nouveaux modèles d'innovation et des nouveaux business models, sont des points focaux, des nœuds qui doivent permettre de penser en dynamique l'articulation entre les modèles émergents de type SAT par exemple et les modèles conventionnels qui eux aussi évoluent et ne sont pas figés dans leur organisation et dans leur pratique. Alors ça appelle en fait, et je terminerai par cette diapo, de repenser la question de l'innovation sur les territoires et de passer d'une logique, d'une lecture de l'innovation comme purement technologique et organisationnelle à des formes d'innovation plus territorialisées, prenant en compte les innovations sociales et institutionnelles, le besoin d'accompagnement de ces transitions par des dispositifs de gouvernance et de régulation adaptés, et de prendre en compte à la fois les dimensions
consensuelle et conflictuelle de ces processus d'innovation. Je vous remercie. Bien, merci Frédéric pour cette présentation qui a eu le mérite aussi d'élargir à toutes les questions qu'on se pose dans la journée, puisqu'on va reparler d'innovation, de transition, d'hybridation, etc. Donc, si vous avez des questions sur la thématique de la conférence, sachant qu'on va l'aborder aussi après avec des exemples concrets qu'on a analysés dans le groupe. Est-ce que vous avez des commentaires, des précisions? Okay. Oui. Oui, donc l'IFOR, l'innovation. Dans l'exposé, on parle que l'Union européenne a une politique de spécialisation des territoires. Alors bon, il y a un équilibre entre spécialisation et diversité, je croyais que je le terme exactement pour exprimer cette idée. Mais quelque part, est-ce qu'en spécialisant, on ne va pas limiter la capacité d'innovation des territoires? Parce que pouvoir innover, c'est aussi avoir une multitude d'acteurs, de ressources, une densité institutionnelle qui va permettre d'émerger de nouvelles idées. Et donc si on spécialise, est-ce qu'à terme, on ne va pas couper la capacité d'innovation, limiter la capacité d'innovation d'un territoire? Alors, c'est une idée clé, un des principes clés de cette stratégie, c'est effectivement cette idée de variété relative, c'est-à-dire de complémentarité entre les secteurs qu'on a sélectionnés sur les territoires, les technologies clés qui permettent de faire des ponts entre les différents secteurs d'activité. Et en parallèle, l'idée de connectivité. C'est-à-dire que les territoires doivent choisir de se spécialiser dans des technologies et dans des secteurs qui permettent leur mise en réseau, leur inscription dans les réseaux. Et c'est ces liens et ces relations dynamiques au sein des réseaux qui doivent être vecteurs, enfin qui sont censés être vecteurs d'innovation. Et notamment pour les territoires ruraux, ça apparaît assez clairement. Puisque l'idée c'est de pouvoir s'appuyer, emprunter la dynamique d'un certain nombre de territoires qui soient soit des territoires urbains, c'est-à-dire pour lesquels il y a par exemple une demande en produits alimentaires, ou pour lesquels il y a de l'ingénierie qui peut venir appuyer les stratégies des territoires ruraux, ou alors d'autres territoires ruraux qui connaissent le même type d'enjeux, le même type de stratégie de développement. Hier, j'étais aux assises de l'économie circulaire, là, qui sont organisées par l'ADEME hier et aujourd'hui. Et on voyait bien qu'il y avait un certain nombre d'innovations sur les territoires qui jouaient de ça. Il y a eu par exemple la présentation d'Organic Valley. Organic Valley, c'est un territoire extrêmement rural qui est localisé entre Toulouse et Narbonne. Et qui s'est fait une spécialisation du recyclage, de la production de biomasse à partir des déchets qui sont produits dans les agglomérations. Et donc il y a cette idée que cette spécialisation, elle doit s'appuyer sur une connexion avec des territoires qui peuvent être des territoires qui vont générer de l'activité et être moteur du développement et de l'innovation sur les territoires. Un autre exemple, c'est l'existence d'un réseau en Rhône-Alpes d'entreprises qui sont là aussi localisées dans des territoires ruraux sur le modèle du barter. Alors, le modèle du barter, en fait, c'est des monnaies entre entreprises, une unité de compte entre entreprises, mais qui est en train d'être développée autour de systèmes de collaboration avec des prêts de matériel entre des PME qui sont localisées, en l'occurrence, en territoires ruraux. Et donc on voit émerger ces formes un peu nouvelles de collaboration entre des territoires qui sont orientés, spécialisés dans le même type d'activité, mais avec des ressources qui permettent de créer des liens. Et donc c'est un peu cette idée de pouvoir à la fois jouer sur les effets d'échelle, de réduction des coûts à travers cette spécialisation, mais
tout en s'insérant dans des réseaux qui permettent de générer de l'activité et de l'innovation, parce qu'on ne répond pas aux besoins précis du territoire, mais on répond aux besoins d'un réseau ou d'interaction ville-campagne. Bonjour Frédéric, Dominique Vollet, le maire territoire, clairement. Enchanté, monsieur Vollet. Pour ma part, je voudrais revenir au mécanisme économique fondateur qui les a rappelés à l'introduction, sur la stabilisation régionale de croissance. C'est notamment le prix de l'énergie et c'est les orientations de la politique agricole. Et sur ces mécanismes-là, on en a peu entendu parler par la suite. Or, ils sont majeurs. Chacun sait que, notamment dans l'économie des transports, que la principale politique d'aménagement du territoire est une politique de transport. Normalement, nous devrions aller dans un avenir sur un renchérissement du carbone fossile, ce qui devrait rebattre les cartes de façon assez notoire. Par ailleurs, la politique agricole, jusqu'en 2020, va s'orienter quand même vers une redistribution aussi pour partie des cas, pas comme certains pays comme l'Allemagne, mais quand même, les phénomènes de rente foncière devraient quand même tendance à s'émousser. De ce fait, on peut se demander si finalement ces mécanismes moteurs ne sont pas reconsidérés, puisqu'on en a pour parler dans la suite de ces développements. Et par ailleurs, tous les exemples que donne de variétés relatives sont très liés à des espaces plutôt liés à la ville. Et les espaces ruraux isolés, me semble, et surtout ceux qui sont dotés de peu d'aménités, et qui sont quand même importants en surface, me semblent les grands oubliés, notamment toutes les zones dites intermédiaires. Et de ce fait, est-ce qu'il n'y aurait pas à repenser pour ces types d'espaces? Il me semble que là, il y a quand même comme un vide. Alors effectivement, on voit qu'on a affaire à un spécialiste du développement territorial. Il y a des enjeux. Ces enjeux d'évolution du prix des énergies fossiles sont très importants. Et ils amènent en fait déjà aujourd'hui des innovations qui sont perceptibles. Alors innovation perceptible dans le sens d'une concentration à proximité des espaces urbains, ou voire même au centre des villes. On voit aujourd'hui le succès de l'agriculture urbaine. On voit aujourd'hui le fait qu'un certain nombre d'entreprises majeures du développement agricole essayent de relocaliser leur production à proximité des villes, ou alors carrément optent pour un accaparement des terres sur des territoires qui sont nettement plus éloignés. Et donc, à terme, on aura nécessairement un impact de cette évolution de l'énergie fossile sur les stratégies des firmes, et donc la compétitivité des territoires, d'un certain nombre de territoires ruraux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes pour les territoires qui sont aujourd'hui les délaissés un peu de ces stratégies de smart développement? Finalement, ce sont aujourd'hui les territoires qui sont le plus en difficulté. Parce que les modèles qu'on voit, qui s'y imposent, ce sont très souvent des modèles d'augmentation de la taille des exploitations agricoles, avec un renforcement de la domination du modèle conventionnel, et beaucoup plus marginalement l'émergence de formes alternatives. Donc, sans être trop pessimiste, moi je considère que finalement on a peut-être un espace rural et une agriculture en trois formes, trois idéotypes qui est en train de se mettre en place. Une agriculture de proximité, qui est principalement l'agriculture qu'on va voir autour des agglomérations. Et là, à ce niveau-là, on peut avoir cette coexistence entre des formes innovantes, un peu plus sociales, de nouveaux acteurs qui rentrent dans le jeu de la production agricole,
et puis la présence quand même renforcée des acteurs classiques. On le voit aujourd'hui à travers les investissements qui sont menés dans l'agriculture urbaine, dans la diversification des formes de distribution par les grands groupes, parallèlement à la montée en puissance des AMAP par exemple. Deuxième modèle, c'est les territoires qui vont pouvoir jouer sur la spécificité et la spécification de leur production agricole. Donc typiquement les productions qui sont labellisées, et puis il y a un espace qui est entre deux et qui est cet espace de céréalisation sur les territoires qui peuvent accueillir ce type de production, ou alors de réduction des productions agricoles et des territoires qui se vident de leur production agricole. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que la seule alternative éventuellement, ce serait de les orienter vers des productions qui seraient plus liées à la production énergétique qu'à la production agricole? Mais on sait bien que c'est pas forcément la panacée. Mais oui, il y a des territoires qui sont agricoles qui sont en difficulté par rapport à cette évolution à la fois des prix de l'énergie fossile et de la politique qui est actuellement menée au sein de l'Union européenne. Ok, merci. La dernière question, très rapidement, pour... Oui, bonjour Philippe Barré, merci de Louvain. C'est une question commentaire sur 2 points. Le premier point, c'est un modèle très intéressant, mais parfois dépendant d'une vision un peu normative de l'usage du territoire. Et donc la question, c'est quelle est la place dans ce type d'approche entre les institutions publiques qui définiraient des priorités et les acteurs locaux. Et donc, est-ce que dans cette approche-là, il n'y a pas un côté on pense pour les acteurs? Donc c'est la première question. Et la deuxième question, et sans dire que c'est mal. Et la deuxième question, c'est autour des questions de concurrence. Alors avec 3 éléments. Le premier, c'est que on a parfois quand même l'impression qu'il y a une concurrence entre les territoires autour de nouveaux modèles. Et je pense par exemple que des questions comme la reconnexion avec l'urbain, la question, l'exemple qui a été cité sur Organic Valley, est-ce que ce n'est pas des modèles où certains essayent de se précipiter parce que c'est aussi un marché de niche? C'est tout à coup une niche à l'échelle du territoire, et donc est-ce qu'à un moment ça ne crée pas des compétitions entre territoires par rapport à un modèle? Bien sûr, il y a des choses qui sont localisées par construction, et d'autres qui ne le sont pas obligatoirement. Et la deuxième question, c'est la concurrence à l'intérieur du territoire entre les acteurs. Parce que s'il y a une option qui est prise au niveau du territoire pour aller dans une direction, elle peut créer en fait des avantages et des désavantages pour les acteurs locaux du territoire existant. Alors sur la première question qui traite donc de la place relative des initiatives des acteurs économiques, citoyennes versus orientation politique publique et prise en main par les acteurs publics. Bon, ce qu'on voit bien, c'est que dans un certain nombre de cas, les initiatives qui sont un peu innovantes, elles émanent très souvent des acteurs qui sont des acteurs non politiques. Par contre, nous on travaille pas mal sur les questions d'alimentation locale, et on voit bien que pour stabiliser les modèles, notamment les modèles économiques, et pour leur donner de l'ampleur et en faire de réels outils au service des stratégies de développement territorial, on a besoin d'un relais des acteurs publics très souvent, que ce soit en termes d'investissement, de logistique, de compétences. Et donc, ce qui se passe, il faut analyser ces nouveaux modèles, ces innovations, ces nouveaux modèles, dans une logique de trajectoire. Et qu'à un moment, il y a nécessité d'institutionnaliser l'innovation pour en faire quelque chose de pérenne et la soutenir, que ce soit, encore une fois, que ce soit économiquement ou sous d'autres dimensions. Donc tout l'enjeu, c'est justement de laisser à ces acteurs du territoire la possibilité d'innover, de créer,
et de créer les conditions pour leur donner envie d'entreprendre et de créer, et puis d'être en soutien le moment venu, parce que c'est vrai que souvent c'est relativement fragile sur le plan du modèle économique. Alors sur la question de la concurrence et de la possibilité derrière cette question de la concurrence, il y a aussi la question de la reproductibilité des innovations. Alors sur le cas d'Organic Valley et de ce type de modèle, finalement on voit bien que l'idée c'est de pouvoir démultiplier ce type de montage sur le territoire, parce que c'est basé sur la gestion des déchets, et ça finalement il y a possibilité de créer certes des niches territoriales, mais des niches territoriales qui peuvent être facilement répliquées. Donc je ne pense pas que la concurrence se fasse à partir du moment où on est sur des business models qui ne sont pas exclusivement liés sur des économies à l'échelle, c'est-à-dire être obligé d'avoir des grandes usines pour pouvoir et d'avoir recours à des volumes très importants pour faire vivre ces installations techniques. La concurrence est finalement assez faible, et il y a la possibilité de réplicabilité qui est génératrice d'emplois. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres modèles, il y a d'autres sources d'innovation, création de valeur sur les territoires, qui sont plutôt liées à des dynamiques de niche et qui sont faiblement réplicables. Et notamment quand il s'agit de positionner le territoire sur des logiques de spécification de la ressource, c'est-à-dire de fonder une identité originale du territoire. Là, forcément, se pose la question de la concurrence. Alors, l'autre dimension de la question qui me semble intéressante, parce qu'on l'a aussi traité dans le projet de recherche TASTE que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question de la concurrence sur le territoire. Et le fait que donc on l'a par exemple traité autour des questions de foncier, des enjeux de foncier, et on voit bien que entre les stratégies de développement des activités industrielles non agricoles et les stratégies de développement agricole, et au sein même de l'agriculture, sur la concurrence entre l'agriculture conventionnelle et les autres formes d'agriculture, on est clairement sur des dynamiques de type concurrentiel qui appellent des arbitrages au niveau des stratégies et de la gouvernance territoriale. Claire.